Air France, deuxième jour de grève. Les négociations ont commencé cet après-midi entre direction et syndicats de pilotes. Les organisateurs du mondial commencent à s'inquiéter. Bordeaux, mise en examen de responsables du château Giscourt, un des grands crus classés. Un mélange a bien eu lieu. Derrière le fait divers, des conséquences économiques éventuelles. Le bac, jour J-15, il n'y a pas de méthode idéale pour se préparer. En revanche, il y a des choses à ne pas faire, des conseils à votre service. Fresnes, l'une des plus célèbres prisons de France, a 100 ans. En un siècle, malgré les lacunes, la condition des détenus a changé. C'est notre enquête de ce soir. Roland Garros, défaite de Marcelo Rios, l'un des favoris, qualification de Martina Hingis. Cette année, les filles volent la vedette aux garçons sur le court central. Madame, monsieur, bonsoir. 44 élèves d'un collège privé d'Avranches dans la Marne ont été victimes d'un accident sur une route d'Espagne. Leur véhicule s'est renversé. Le bilan est d'un mort, 18 blessés. Les 33 rescapés sont attendus à Avranches dès ce soir. Olivier Caroff, Karine Comazzi. L'état de choc après l'accident. Tôt ce matin, au bord d'une autoroute d'Espagne, ces collégiennes ont sans doute compris qu'une de leurs camarades n'a pas survécu. Le car qui devait les mener à Figueres en Catalogne a quitté la route. Peut-être une faute d'inattention du chauffeur, selon la police locale. Dans l'accident, 18 personnes ont été blessées. Pour 2 adolescents, il a fallu opérer dans l'hôpital le plus proche. 7 élèves sont par ailleurs toujours en observation ce soir. Pour les autres, ce sont avant tout les séquelles psychologiques qu'il faut prévenir. Il y a un psychologue en urgence, il est en train de parler avec eux et d'essayer de les aider. Même préoccupation à Avranches, dans le collège d'où venaient les 44 élèves de 3e. Ici, ce sont les parents qu'il faut tenter de rassurer. La priorité, faire en sorte qu'ils retrouvent au plus vite leurs enfants. Dans l'après-midi, un avion a été spécialement affrété vers l'Espagne. Je vais respirer, mais je vais surtout l'embrasser. Là encore, un psychologue et du voyage, avec ceux dont les enfants sont les plus sérieusement touchés. Mon rôle est d'abord un rôle d'accompagnement, de présence. De faire en sorte que des personnes ne restent pas isolées, angoissées, dans la mesure où pour l'instant les parents n'ont pas encore pu prendre véritablement contact avec leur enfant, n'ont pas des informations bien précises concernant l'état de leur enfant. Pour les parents des 33 adolescents sortis indemnes de l'accident, l'attente aura duré toute la journée à l'aéroport de Caen. Chacun sait ici que l'accident aurait pu provoquer un bilan bien plus lourd encore. Encore une journée très sérieusement perturbée Air France pour ce deuxième jour de grève des pilotes. La bonne nouvelle vient de la négociation qui a véritablement commencé cet après-midi au siège de la compagnie à Roissy, où nous retrouvons tout de suite Yannick Letranchant. Yannick ? Oui, vous l'avez dit Daniel, les négociations ont débuté cet après-midi aux alentours de 16 h. Ici, vous allez le voir, dans une salle du rez-de-chaussée du siège du groupe Air France à Roissy. Alors, c'est une réunion qui regroupe pas moins de 26 représentants syndicaux, SNPL, le syndicat des pilotes de ligne en tête, et il y a 7 représentants de la direction autour du président d'Air France, Jean-Cyril Spinetta. Alors, le ton est, paraît-il, très correct et on sait qu'il y a déjà eu, à l'heure qu'il est, 2 interruptions de séance, Daniel. Y a-t-il des chances d'ouverture, même de réalisation de la négociation dès ce soir ? Oui, alors c'est la grande question, sur quoi négocier. Alors le fil du dialogue est renoué sous la pression de l'opinion publique, qui fait bien sûr les frais de la grève, et sous la pression du gouvernement. Jean-Claude Guessot, ministre communiste des Transports, en tête. Alors, en tout cas, il y a un accord sur un point entre syndicats et direction, c'est l'abandon de la double grille des rémunérations. Vous savez, c'est-à-dire que l'embauche des jeunes pilotes pouvait se faire à des salaires plus bas. Alors ça, c'est acquis. Simplement, puisque la double rémunération est supprimée, il faut trouver une autre grille de rémunération. Et ça, ce n'est pas facile, c'est un des points très délicats. Alors le second point, vous savez, c'était la baisse des salaires de 15% des pilotes contre des actions, contre le capital du groupe, à peu près 10%. Alors direction et syndicats discutent à l'heure qu'il est sur ce point. Ce n'est pas facile. En tout cas, la direction a un objectif, c'est faire des économies, 500 millions de francs cette année. Alors ça, c'est un objectif qui, pour elle, est absolument obligatoire. Les modalités, bien sûr, elles, sont négociables et c'est sur ces points que la direction et les syndicats d'Air France discutent en ce moment même. Merci Yannick. Le différend, on l'a compris, donc, de fond porte sur la rémunération des pilotes, baisse des salaires, attribution d'actions,
mais aussi sur les tarifs à l'embauche. Les jeunes pilotes d'Air France sont aujourd'hui moins bien payés que leurs aînés à leur début et risquent de ne jamais les rattraper sur l'échelle des salaires. Reportage Dominique Barouche, Patrick Deschmaker. La grève a surpris Jean-François Huzen, copilote à Air France, lors d'une escale à Nantes. Ce n'est donc qu'aujourd'hui qu'il a pu rentrer à Paris en voiture de location. Pour ce jeune embauché, la grève est particulièrement importante. Il y a énormément de syndicats pilotes à Air France et nos divisions ne jouaient pas en notre faveur. Et aujourd'hui, ce conflit fait l'unanimité au niveau des syndicats et au niveau des nouveaux embauchés, anciens aussi. C'est pour ça que cette grève est si bien suivie et qu'on arrive à des annulations de vols par Air France. La solidarité, maître mot pour ce jeune pilote de 31 ans qu'Air France est venu chercher il y a 8 ans alors qu'il faisait centrale, en lui promettant monts et merveilles. On a tout lâché pour être pilote parce que pour beaucoup c'était une passion et c'était l'opportunité de notre vie de pouvoir faire le métier qu'on voulait faire. Tous ces efforts ont été oubliés. Le problème, c'est que 2 ans plus tard, c'est la crise du Golfe. Air France arrête la formation de 2/3 de ces jeunes qui se retrouvent au mieux au RMI. Avec en plus un emprunt à rembourser à la banque, Air France avait en effet demandé à ses aspirants pilotes une participation aux frais de 180 000 francs. Embauchés sur la base d'une nouvelle grille de salaire, ces jeunes ont dû accepter un rabais de 15% par rapport à leurs collègues. Dans le bras de fer aujourd'hui engagé avec la direction, ils n'ont déjà plus rien à perdre. La grève ayant été largement annoncée pour ce 2e jour, il n'y a pas eu de problème particulier dans les aéroports en France. Demain, si vous devez voyager par Air France, renseignez-vous toujours au numéro de téléphone suivant, le 0800 240 260, au 0800 05 11 55 et pour les vols intérieurs au 0800 05 15 55. À 8 jours du mondial à peine, les organisateurs de la compétition commencent à s'inquiéter sérieusement de cette grève, à commencer par Michel Platini. Je sais que tout à l'heure, vous allez tous me poser des questions sur les grèves, les éventuelles grèves. Vous pensez que je crois que c'est important aujourd'hui de vous dire une chose, je crois que tout se passera bien. Je n'ai pas de confirmation, mais je crois qu'on ne peut pas prendre en otage un pays comme certains veulent le prendre. Qu'ils essayent de râler auprès de leur patron, auprès de leur gouvernement. Mais je crois qu'à l'occasion du monde, on doit tous être solidaires pour que la France accueille forcément tous les gens du monde entier, parce que c'est l'image de la France et pas forcément l'image d'une compagnie aérienne. Je vous remercie. Voilà donc pour le dossier Air France. De violents orages ont touché avant-hier soir la région du Jura et notamment celle des vins d'Arbois. Plusieurs vignobles en pleine floraison en ce moment ont été endommagés par des grêlons dont certains avaient la taille d'un œuf. Reportage Benoît Gadret, Olivier Jacquelin. C'est une baguette qui est bien marquée par les impacts. Oui, ça c'est un impact hyper important là, oui, ça casse. Hein. Là, la grappe a été touchée aussi par les impacts, là, donc c'est vraiment terrible, là, ça sèche déjà. Michel Gaillet fait partie des viticulteurs les plus sinistrés. L'orage n'a pas épargné les parcelles de ce jeune viticulteur malchanceux. Il y a quelques années, c'est le gel qui avait détruit sa récolte. Cette année, c'est la grêle. 3/4 de la production est quand même atteinte à des gros volumes. Hein. Donc sur 3/4 de mon vignoble, je ne vais pas faire de récolte 98. Donc ça va quand même faire des préjudices commerciaux importants, économiquement importants. 150 des 800 hectares de l'appellation Arbois ont été endommagés par les grêlons poussés par un vent violent. Et dans ces cas-là, à l'aide d'un hélicoptère, il faut traiter, sulfater en urgence, faire cicatriser au plus vite les plaies de la vigne pour éviter que la maladie s'installe. Tout cela tombe au plus mal pour les 40 viticulteurs concernés car à cette époque, la vigne en pleine pousse est particulièrement fragile. On pouvait espérer faire des vendanges précoces et de bonne qualité et surtout un très beau débourrement de raisins. Alors la nature en a décidé autrement et ma foi, c'est une période assez triste qui s'annonce pour un certain nombre de mes collègues. Certains viticulteurs sont assurés, mais dans la plupart des cas, les indemnités ne couvrent que les frais de production. Vin jaune, vin de paille, chardonnay, le millésime 98 de la région d'Arbois sera peut-être bon, mais très limité en quantité. Les mélanges dans un des premiers crus classés des vins de Bordeaux, le château Giscourt, continue de provoquer un vif émoi dans la région. Les 2 responsables du vignoble ont été mis en examen pour fraude et tromperie sur la qualité du vin, qui selon des règles très strictes ne doit bénéficier d'aucun coupage. Éric Perrin, Philippe Duvail. Toute la journée, le petit monde du vin de Bordeaux n'a parlé discrètement que de cela, château Giscourt dans la tourmente.
Ce soir, le PDG de la société, le milliardaire hollandais Erik Albada, revenu précipitamment d'Australie, se défend dans un communiqué. Il est question de maître chanteur, de dénonciation. Erik Albada réaffirme que le mélange d'appellations, avoué par M. Ferrandez, le directeur d'exploitation de l'époque, a été réalisé à son insu. Et le PDG de porter plainte contre Ferrandez. L'enquête, elle continue, elle devra déterminer l'objectif de ces manipulations. S'agissait-il, comme beaucoup l'affirment aujourd'hui, seulement d'améliorer le vin, ou y avait-il une arrière-pensée financière? Première conséquence ce matin dans cette importante société de vente par correspondance de Bordeaux. Plusieurs clients ont annulé leur commande de Château Giscourt. Si l'affaire est désastreuse pour l'image du château lui-même, les négociants s'efforcent de voir l'aspect positif. Ça peut être vu d'une façon positive qui prouve bien qu'à Bordeaux, n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. Et que même dans une période d'euphorie où Bordeaux pourrait sembler au-dessus des lois, personne n'est au-dessus des lois et que la loi s'applique dans sa dureté la plus totale. Dans l'interprofession, on craint malgré tout pour l'image de marque du vignoble de Bordeaux dans son ensemble. On insiste sur la présomption d'innocence, mais on n'exclut pas de sévir. Si faute il y avait, bien entendu, le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux sera obligé de prendre des mesures et de se porter, le cas échéant, au partie civile ou de porter plainte. Parce que, bien entendu, il y aurait atteinte à la renommée de nos produits, de nos vins, de notre région. On attend les réactions du marché international, mais l'affaire tombe au plus mauvais moment. Actuellement, les grands crus de Bordeaux commercialisent dans le monde entier les primeurs 97. Le secteur des vins, et en particulier des Bordeaux, représente des milliards de francs de chiffre d'affaires et le système de classification des crus, des châteaux est très strict. Le moindre doute sur le respect de ces critères peut avoir des conséquences en chaîne sur les autres producteurs et peut se chiffrer par des pertes importantes en termes financiers et en crédibilité du produit. Pascal Golomer, Vincent Maillard. Quelques crus exceptionnels du Bordelais dégustés par les grands de ce monde. Des bouteilles exposées comme des trophées. Car chez ce caviste parisien, comme partout ailleurs, le Bordeaux reste une valeur sûre. Sûre, mais chère, de plus en plus chère. Les étrangers sont prêts à tout pour acquérir les étiquettes les plus prestigieuses, ces fameux grands crus classés du Médoc ou de Saint-Émilion. Eh bien voilà un château bordelais, un grand cru de Saint-Émilion, un grand cru classé A, un château Ozone, qui lui vraiment a connu un vent de folie en 97. Les 96 se vendaient à 750 francs hors taxe en primeur. Et les 97 sont passés à 1000 francs. Donc une augmentation de 33%, qui est justifiée par le fait d'abord que c'est un grand château, c'est vinifié par un grand vinificateur, c'est une œuvre d'art, et la demande mondiale est très forte. À prix exceptionnel, qualité exceptionnelle, pas toujours. Les grands crus et les petits domaines obéissent de toute façon aux mêmes règles, fixées par chaque appellation dans son cahier des charges. La délimitation géographique, les cépages, les rendements maximum, tout y est défini, ce qui est interdit aussi. Mais en cas d'infraction, l'impact est nettement plus important lorsqu'il s'agit d'un grand cru, bien sûr. L'affaire du château Giscourt en est un exemple, pas forcément négatif pour tout le monde. Peut-être les propriétaires bordelais vont se rendre compte qu'ils ne sont pas assis sur un nuage doré et qu'on ne les croit pas à la lettre. Hein. C'est-à-dire que quand en 97 ils augmentent de 20% les prix avec un millésime qui est au moins 20% moins bon que le précédent, là il y a plus de scandale que quand on met du lait dans le vin. Le classement des grands crus du Médoc date de 1855. Avec les mésaventures de Château Giscourt, certains ne manqueront pas de demander une remise à jour de ce classement, une remise à jour à laquelle les propriétaires se sont toujours opposés. On procède des assassins présumés de Yann Pia. Pour la première fois depuis 4 semaines, un mois donc, un des accusés a prononcé le nom d'un commanditaire du crime. Mais celui-ci est décédé depuis. Dominique Verdeillan, Bruno Livertou. Hors audience, les témoins se montrent plus bavards qu'à la barre. L'amnésie y côtoie les non-dits. C'est dans le box qu'on parle le plus, qu'on balance. Pour la première fois, Lucien Ferry sort de son silence. Lui qui se disait étranger à cette affaire, reconnaît ouvertement sa participation à l'assassinat de Yann Pia. Non comme tireur, mais comme intermédiaire. Et Lucien Ferry a décidé de passer à table. Il désigne comme commanditaire un truand varois, Jackie Champourlier. Pour l'avocat de Lucien Ferry, ce n'est qu'un début. Ce que je peux vous dire, c'est que Ferry va certainement donner d'autres noms, lesquels nous allons voir. En dénonçant ce truand varois, Lucien Ferry ne prend aucun risque car il dénonce un mort. L'individu en question a été victime d'un des 14 règlements de compte dans la région depuis 5 ans. Pour tenter de faire pression sur le gouvernement, une marche des sans-papiers est partie ce matin d'Angoulême. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur confirme que sur 150 000 demandes de régularisation, 70 000 ont été acceptées. Pour le reste, Jean-Pierre Chevènement dénonce le procès démagogique d'où qu'il vienne.
de droite ou de gauche, estimant que cette procédure de régularisation a été menée de manière exemplaire. L'Alliance, la nouvelle confédération de l'opposition, est née officiellement aujourd'hui dans la plus grande discrétion, voire le secret. Pas de photo, pas d'image. L'Alliance regroupe le RPR, l'UDF et Démocratie libérale d'Alain Madelin. Visite du président de la République Jacques Chirac à l'Assemblée nationale cet après-midi à l'occasion de l'inauguration d'une exposition sur le thème sport et démocratie à la veille du mondial. Ce type de visite est très rare dans la mesure où, constitutionnellement, le président de la République n'a pas accès à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. 55 000 personnes environ sont emprisonnées en France en ce moment. Il nous arrive fréquemment de parler des problèmes liés à cette détention et à l'occasion du 100e anniversaire de la construction de la célèbre prison de Fresnes, près de Paris, il nous est apparu intéressant de montrer l'évolution du statut du prisonnier, que l'on appelle aujourd'hui détenu d'ailleurs. Quelles que soient ses lacunes, le système pénitentiaire a tout de même changé en un siècle. Aujourd'hui, la détention n'est plus synonyme de coupure complète avec le monde extérieur. C'est notre enquête de ce soir. Olivier Galzi, Vincent Bouffardi. En cette fin d'après-midi, une sonnerie annonce l'arrivée des nouveaux. Bienvenue à Fresnes. À cet instant, le condamné devient un numéro. Ce soir, Fresnes accueille son 878 265e détenu. 100 années d'incarcération où se sont succédés les résistants pendant la guerre, les collabos à l'après-guerre et puis bien sûr les droits communs encore cagoulés au début du siècle pour qu'ils ne voient pas les autres prisonniers. L'isolement total était la règle. Fresnes était alors l'exemple de la prison républicaine. Il est 7 heures, Fresnes s'éveille. Bonjour, ça vous bouger? Là, je les fais bouger parce que je vérifie voir s'ils sont là physiquement et en bonne santé. Ils doivent bouger au passage du surveillant. Et ainsi, chaque matin, 2300 détenus s'éveillent au son d'une porte qui s'ouvre et se referme. Certains d'entre eux, 70 volontaires en tout, iront s'instruire. 1981, l'école s'installe véritablement en prison. Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie. Qu'ils apprennent à lire ou qu'ils passent des diplômes, leur motivation est la même, passer son temps sans trop le perdre. Autre façon de s'occuper, le travail. Ici, à la prison pour femmes, on reconditionne les écouteurs pour les compagnies aériennes. Encore pas bien passé, on a encore une heure à travailler. On doit faire 2, madame. C'est très bien. Ils sont payés combien par jour? Ils sont payés à 60, 130 francs par jour. Et l'argent pour un détenu, c'est important. Pour améliorer l'ordinaire, il peut tout acheter, ou presque. Un Virginia, un papier, 3 coca et une huile. Même la télévision se paye, 65 francs par semaine. Mais les achats sont plafonnés pour limiter les inégalités entre détenus, 1200 francs par mois. En 20 ans, la prison a bien changé. L'école, le travail, la télévision, pour les détenus, ce sont autant de fenêtres sur le monde extérieur. La prison n'est plus maintenant un seul corps pour vous interner physiquement et psychologiquement en dehors de la société. Maintenant, grâce à l'école, grâce à des centres psychologiques, on a la possibilité de voir ce qui se passe à l'extérieur. J'imagine mal comment les gens pouvaient vivre il y a 50 ans en prison. Il n'y avait plus d'avenir, il n'y avait plus du tout de possibilités, plus d'espoir. Les barreaux, les clés, tous les outils de l'enfermement demeurent. Le changement pourtant se glisse dans le vocabulaire. On ne dit plus prisonnier mais détenu. On ne dit plus gardien mais surveillant. Et pour le courrier, on ne parle plus de censure mais de contrôle. Autre temps, autre mœurs. Donc on vérifie tout, on ouvre tout, on regarde à l'intérieur des enveloppes. Absolument tout. Qu'est-ce que vous trouvez parfois? On trouve parfois de la drogue. Drogue, raquettes et infractions diverses, c'est en commission de discipline que cela se règle. Bonjour. Nous sommes dans le quartier disciplinaire, l'endroit le plus dur de la prison. Là encore, les temps changent. Il y a quelques années, l'endroit était inaccessible aux caméras. Et jusqu'à aujourd'hui, jamais une commission de discipline n'avait pu être filmée. Vous comparaissez devant la commission de discipline car il vous est reproché les faits suivants. Ce jour 16 mai... Pour avoir jeté du pain par sa fenêtre, ce détenu sera condamné à 8 jours de cellule disciplinaire ou 30 heures de travaux d'intérêt général. Il choisira la deuxième solution. À l'extérieur, 100 années ont passé. Les murs sont toujours debout mais contiennent de plus en plus mal les problèmes de la pénitentiaire, surpopulation carcérale, mélange des détenus, récidive. Pour autant, peut-on punir certains délinquants sans les enfermer?
C'est toute la question qui se pose aujourd'hui à la justice moderne. L'église anglicane, l'église officielle du Royaume d'Angleterre, se voit reprocher des investissements pour le moins sulfureux, mais qu'elle ne regrette en aucun cas. Il s'agit de fonds placés dans des fabriques d'armement, mais aussi dans le laboratoire qui fabrique la pilule contre l'impuissance masculine, le Viagra. Londres, Étienne Lénat. On connaissait déjà les effets miraculeux de cette pilule sur l'appétit sexuel, on se souvient des risques cardiaques qu'encourent ceux qui la consomment, et voilà donc que l'on apprend aujourd'hui la bonne affaire réalisée par l'église anglicane. En pariant sur le Viagra, en achetant des actions du laboratoire qui le produit, la commission chargée d'investir les biens de l'église officielle du Royaume-Uni a gagné pour l'instant plus de 10 millions de francs sans que ses principes ne s'en trouvent malmenés. Sur un plan moral, nous n'avons rien contre la production d'un tel médicament qui traite d'une maladie répandue et répond donc à un problème important de société. Il est vrai que la pilule apparaîtra bien inoffensive sur le plan des principes si on la compare aux millions de livres investis par une quinzaine de diocèses anglicans dans l'industrie de l'armement. La commission d'investissement, qui affirme être très vigilante sur l'activité des entreprises dont elle est actionnaire, est apparemment prête à faire quelques entorses à la morale chrétienne pour financer les salaires et les retraites de ses prêtres. L'église anglicane prône une politique d'investissement conforme à l'éthique. Et en même temps, ils détiennent 6 millions d'actions du deuxième fabricant d'armes britannique. L'église anglicane rappelle tout de même son appel en faveur d'une totale transparence du commerce des armes et avance en toute bonne foi une explication théologique. Après tout, nous explique-t-on, il n'y a aucun texte dans la Bible qui dise qu'il ne faut pas se défendre. Chacun dira si cette justification théologique est convaincante. Elle semble en tout cas fort rémunératrice. 5 ans et demi de prison requis contre Silvio Berlusconi, le chef de l'opposition de la droite italienne et propriétaire d'un très important groupe de communication. Le procureur de Milan l'accuse de corruption et de présentation de faux bilans pour avoir en son temps financé le Parti socialiste italien qui était alors au pouvoir. La tension remonte d'un cran au Kosovo. 26 Albanais ont été tués ces 3 derniers jours à la suite de l'assassinat de 2 policiers serbes. Les forces serbes ont aussitôt lancé, on le voit sur ces images, une importante offensive le long de la frontière albanaise. De nombreux réfugiés tentent de fuir la zone des combats en direction de l'Albanie. C'est un salon discret, ouvert seulement aux professionnels. Au camp militaire, au Bourget, l'exposition Eurosatori propose du matériel militaire venu du monde entier. Les ventes d'armes se sont considérablement réduites ces dernières années. La concurrence est donc très rude, notamment en raison de l'arrivée de nouveaux fabricants venus principalement des anciens pays de l'Est ou encore d'Amérique du Sud. Laurent Boussier, France Vaillant. Des banderoles et quelques dizaines de manifestants à l'extérieur, des centaines d'exposants et des milliers de visiteurs à l'intérieur, le combat était inégal. Cette première journée du salon de l'armement terrestre s'est déroulée sans problème. On y a même vu une délégation de militaires indiens qui, loin des essais nucléaires de leur pays, venaient voir ce qui se fait de mieux en armement conventionnel. Question tenue de route, ça accroche, mais c'est normal pour un char de combat, surtout pour ce char-là, un T-72 fabriqué en Ukraine, exposé pour la première fois à Eurosatori. Inexistant il y a 5 ans, devenu l'année dernière 10e fournisseur d'armement dans le monde, grâce à un contrat avec le Pakistan, l'Ukraine fait partie de ces pays qui émergent dans les ventes d'armes. Une nouvelle concurrence, à un moment où les industriels du secteur, les Français en particulier, avouent rencontrer de sérieuses difficultés. Tous les budgets nationaux sont en baisse, que ce soit en Europe, en Amérique, dans tous les autres pays. Et ceci provient fondamentalement du fait qu'il n'y a pas de conflit majeur en cours. Donc dans un sens, c'est une bonne nouvelle. Dans un autre sens, c'est évidemment très difficile pour les sociétés d'armement. Par pays, la France a été en 1997 4e exportateur mondial derrière les États-Unis, la Russie et l'Angleterre. Concurrence féroce, tout le monde travaille maintenant en coopération, même les Américains, pourtant numéro 1 mondial du commerce des armes. Il y a 10 ans, les industriels américains ne s'occupaient pas beaucoup d'exportation. Mais maintenant, avec la baisse de leur budget, c'est vital pour eux. Et la coopération est une manière de pénétrer sur les marchés européens. Un exemple parmi d'autres, le Blazer, ce véhicule blindé léger proposé à l'exportation dont le châssis est américain, mais dont les missiles et les radars sont français. Des centaines d'enfants venus d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine ont ouvert aujourd'hui la conférence internationale du travail de l'ONU à Genève qui doit adopter un projet de traité contre le travail des enfants dans le monde. On estime à environ 250 millions le nombre d'enfants concernés principalement justement en Asie et en Afrique.
En Afghanistan, les secours commencent à s'organiser sérieusement sur place. Les organisations humanitaires internationales ont pu commencer à distribuer des secours essentiellement par voie aérienne dans cette région montagneuse où vivent 70 000 personnes, dont 45 000 seraient actuellement sans abri. Éric Mézy. Il n'y a que 2 salles de soins à l'hôpital de Sajap, à 100 km de l'épicentre dans la vallée. Ici, les moyens restent encore limités, malgré l'aide en médicaments de la Croix-Rouge. Pas de bloc opératoire, les médecins afghans partent au plus pressé. La plupart des blessés souffrent de fractures multiples aux membres et à la tête. Nous voulons transporter les blessés graves dans un autre hôpital, parce que l'un d'entre eux a une blessure ouverte à la tête. Plus haut dans la montagne, le village de Shekani, ou plutôt ce qu'il en reste. Les survivants sont contraints de rester là, près de leur maison en ruine. Dans les décombres, il n'y a pratiquement plus rien à récupérer. La population vit dans la crainte de nouvelles secousses. Aujourd'hui, la terre a encore tremblé pendant 30 secondes. Pour accélérer l'aide aux victimes, l'ONU a lancé un appel international. Les secours manquent d'hélicoptères et de carburant. Commission parlementaire d'information sur les événements du Rwanda. Aujourd'hui, l'ancien ministre de la coopération d'Édouard Balladur, Bernard Debré, a déclaré qu'il était sûr que les forces du FPR, Tutsi, qui allaient prendre le pouvoir, avaient tiré les missiles sur l'avion qui transportait le président rwandais et son homologue du Burundi, et que le missile avait été vraisemblablement fourni par les États-Unis. Retour en France pour les candidats au bac, ils sont 700 000, il leur reste 15 jours pour réviser. Il n'existe pas de méthode idéale pour être prêt au jour J. Tout de même, il y a des choses à ne pas faire. Reportage Marie-Hélène Bonneau, Pascal Pueyo. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le mieux, c'est d'avoir travaillé régulièrement, comme Charline, 14 de moyenne. Ces trucs de révision à elle, sur son lit, décontracté, où elle a l'habitude de faire ses devoirs, et avec une copine. D'accord. Comme ça motive d'avoir une présence. Je me dis, j'ai un objectif à faire, on doit faire ça dans l'après-midi. Elles ont commencé leur révision en mai. Quand elles travaillent chacune de leur côté, elles n'ont pas le même rythme. Dès le matin, je commence à réviser jusqu'à 11h30. Après, je mange jusqu'à 12h30. C'est reparti pour la révision jusqu'à 7h. On remange et puis après, on révise jusqu'à 23h. Moi, je révise que le soir et tard la nuit, à partir de 10h jusqu'à 3h du matin. Ouais, mais ça, je l'ai pris dans le livre. Charline et Aurélie ont faux toutes les deux. D'abord, il ne faut pas veiller trop tard. Surtout se garder des loisirs, faire du sport et ne pas devenir subitement boulimique de connaissances. Il y a le plan de partage. À 15 jours du bac, il faut entretenir toutes ces connaissances, les réanimer, les réactiver, les enrichir. Sûrement pas se dire que c'est maintenant qu'on va apprendre. Pour se doper, Charline fait une cure de laitage, Aurélie de vitamine C. Chacune gère son stress. Pendant la période de révision, il faut mettre une pédale douce sur tout ce qui est excitant, que ce soit le café, le tabac ou les vitamines. Parce que le jour de l'épreuve, on sera suffisamment énervé pour ne pas avoir besoin de café ou de vitamines pour réussir. Les révisions du bac, c'est comme pour les voitures. Si on a maintenu le cap toute l'année, un petit coup d'accélérateur en bout de course devrait suffire et conduire le candidat à bon port. Dans le cadre des emplois jeunes, les premiers agents de médiation affectés à la RATP sont entrés en service aujourd'hui. C'est marqué dans le dos. Ça se passait en région parisienne. Leur mission, sécuriser les usagers. 350 sont prévus en Ile-de-France, 15 000 avant la fin de l'année dans le reste du pays. La préservation de certaines races d'animaux a ses vertus, elle a aussi ses dangers. Dans le département de l'Ariège, 3 ours ont été réintroduits dans la nature. Mais l'une d'entre elles, puisqu'il s'agit d'une femme, Jiva, a récemment eu une fringale de brebis. Elle en a tué 15 et les bergers qui s'apprêtent à partir en transhumance d'été sont très inquiets. Reportage Christophe Larocca, Olivier Combe. Ce matin encore, Laurent Andreu est allé voir son troupeau. Une centaine de brebis et leurs agneaux qu'il élève au-dessus de la vallée du port d'Ola. Les bêtes sont en parfaite santé pour partir en transhumance, mais cette année c'est Laurent qui hésite, car depuis un mois, l'ours rôde juste au-dessus de ses champs. Les bêtes qui sont nées en montagne, elles veulent vivre sur les crêtes, tranquilles, et elles montent maigres et redescendent grasses. Et si elles sont coursées par l'ours et stressées, elles redescendent maigres, et ensuite il va manger, il va en faire tuer. Laurent Andreu
n'est pas le seul à être inquiet. Ce matin encore, une vive discussion a éclaté entre une dizaine d'éleveurs et les scientifiques qui suivent à la trace les ours réintroduits dans les Pyrénées. Car dans 10 jours, ce sont plus de 5000 bêtes qui doivent partir en estive et la quinzaine de brebis déjà tuées par l'ours ce mois-ci est dans tous les esprits. Vous avez eu beaucoup de dégâts, vous? Et 9 de morts et 80 de manquantes, ouais, 80 de manquantes? Oui, compté hier par leur équipe de suivi. Si l'ours arrive au dessus, pour en attraper une, elle va en faire déballer je ne sais pas combien, et le matin, on va constater les dégâts. Et c'est une situation qui ne va pas durer longtemps, pour moi. Les scientifiques le savent, c'est Jiva, cet ours slovène récemment réimplanté dans les Pyrénées, qui est la cause de l'hécatombe. Et même si les éleveurs sont largement indemnisés pour les brebis tuées ou perdues, aujourd'hui c'est le ras-le-bol. Est-ce qu'il s'agit de faciliter l'accès aux estives par les éleveurs? Est-ce qu'il s'agit de faciliter leurs moyens de radiocommunication? Est-ce qu'il s'agit, probablement s'agit-il, de faciliter pour eux l'obtention de parcs de contention et des choses qui facilitent leur travail? Par ces nouvelles aides qu'ils envisagent d'apporter aux éleveurs, les représentants du ministère de l'Environnement reconnaissent implicitement le problème. Ils aident déjà les bergers à se munir de chiens de protection efficacement dressés, des chiens originaires des Pyrénées, mais qui avaient disparu ici depuis des lustres. Le tournoi de tennis de Roland-Garros, une défaite, celle de Marcelo Rios, l'un des favoris, une victoire, toujours un des favoris, celle de Martina Hingis, François Brabant, Maryse Richard. Ce Roland-Garros, c'est à n'y rien comprendre. À 16h30, Marcelo Rios n'a pas encore commencé son match et il est encore le favori du tournoi. Et puis, il croise Carlos Moya. D'habitude roi du contre-pied, le Chilien est pris à son propre jeu. Pire, il trouve meilleur défenseur que lui. Plus costaud et plus fin à la fois. Rios arrache un set, le troisième, mais au bout de 2 heures de match à peine, il doit faire face à une balle de match. On se dit que c'est pas son jour, mais tout à coup, le vent tourne. Ce coup du sort n'est en fait qu'un coup de chance. À la 4e balle de match, le filet ne le sauvera pas. Carlos Moya l'emporte en 4-7. Marcelo Rios ne gagnera pas Roland-Garros et il ne sera pas non plus lundi numéro 1 mondial de tennis. Venus Williams non plus ne sera pas la numéro 1. Elle n'a même pas réussi à faire peur à la numéro 1. Contre la puissance de l'américaine, Martina Hingis s'est contentée de contrôler, car au moment de conclure, les nerfs étaient plutôt de son côté. « 6-3, 6-4, il n'y a pas eu de match au sommet. Martina Hingis est encore de loin la meilleure des deux, sûrement la meilleure tout court. 6-4. On en a déjà eu la preuve à Roland-Garros. Depuis quelque temps, les filles dament le pion aux garçons, longtemps dominés par les qualités athlétiques et spectaculaires des hommes, grâce à des championnes exubérantes comme Venus Williams, que vous venez de voir, Anna Kournikova ou encore Martina Hingis. Elles sont en passe de leur voler la vedette. Christelle Bertrand, Alain Poirier. Quand le central applaudit comme ça, c'est qu'il y a du spectacle. C'est une nouveauté, le spectacle cette année est féminin. D'habitude, les quarts de finale n'ont pas droit au central. Mais l'association des joueuses professionnelles a fait pression sur la direction du tournoi pour que ces dames jouent un match sur le court des grands. Les joueuses, elles, acceptent ce fait et préfèrent cette injustice sportive à condition de pouvoir bénéficier du prestige du court central. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette décision. Le tennis féminin a sa nouvelle vague depuis 2 ans. Les sœurs Williams et leur tête perlée, Martina Hingis numéro 1 mondial à 18 ans et Anna Kournikova le top modèle à raquette. Elles sont jeunes, elles ont du caractère et surtout elles frappent fort, très fort dans la balle. Les sponsors ne se sont pas trompés, le tennis féminin est devenu leur gagne-pain. Kournikova est pour nous déjà cette année, notre tenniswoman fétiche et c'est sur elle qu'on va axer toute notre communication et en 99 ça sera encore plus fort. Ça sera vraiment sur cette athlète qu'on va communiquer au maximum et non pas sur les joueurs masculins. Et le public ne s'est pas trompé non plus. Cette année, le tournoi féminin se joue à guichet fermé. Pas de doute, le tennis des filles est bien devenu central.
Après les sourires et les rires, les larmes de l'attaquant brésilien Romario, écarté ce matin de la liste des 22 joueurs qui participeront à la Coupe du monde de football. Le meilleur joueur du dernier mondial en 1994 est blessé et cette blessure ne sera pas guérie à temps. Pour guérir les blessures justement, superficielles du moins, l'équipe de France sera dotée d'un pistolet Mira qui enverra sur la blessure un produit anesthésiant à très basse température. Reportage Thibaut de Barberac, Jean-François Chevet. 19h05 à Clairefontaine, Vincent Candela se blesse. Pour le soigner, un peu de spray, mais l'arrière tricolore est obligé de quitter ses partenaires. 19h15, arrivée de la nouvelle arme secrète de l'équipe de France. Grâce à elle, Candela pourra rejoindre ses coéquipiers très rapidement. Nom de code, Cryo One. Son principe, pulvériser sous très forte pression du gaz à moins 78 degrés. Avec ça, on sera un peu plus efficace. On aura moins de conséquences fâcheuses après. Prendre tout de suite le jeu? Oui, enfin, relativement vite. Avant d'être livré en première mondiale à l'équipe de France, Cryo One a été testé sur des sportifs blessés. Pour celui-ci, c'était une entorse à la cheville. Grâce au nouveau procédé qui réduit les hématomes et stoppe les inflammations, il rejouera au bout de 2 semaines au lieu de 6. Mieux, pendant un match, un tricolore victime d'une béquille ou d'une crampe pourrait reprendre le jeu après 30 secondes de traitement comme si de rien n'était. Attention cependant, seul le personnel médical peut utiliser Cryo One. Quand un sportif se fait une lésion sur un terrain, il faut évidemment qu'un professionnel puisse donner son avis quant à la gravité de la lésion. Et s'il pense que la lésion est peu importante, il s'agit simplement d'un coup, là c'est tout l'intérêt du froid. Depuis ce soir donc, l'équipe de France est munie de ce tout nouvel outil. Elle est la seule à en disposer, de quoi donner froid dans le dos à ses adversaires. Elle s'appelle Zazie, un prénom déjà célèbre. Elle est la valeur montante de la variété française, récompensée aux dernières victoires de la musique. Ancien mannequin, elle est à la fois auteure et interprète de son dernier album. Reportage Olivier Lenuzza, Christian Autain. Une muse qui s'amuse à donner de la verve au verbe, qui caresse les états de l'âme. Zazie, élue meilleure interprète de l'année aux dernières victoires de la musique, sort aujourd'hui son 3e album. La manie de cette fille d'aristocrate, le jeu de mots qu'elle manipule avec brio. Zazie, un ancien mannequin qui refuse les apparences, qui réfute les a priori. Concilier les mots et le showbiz, oui, on peut être authentique dans le showbiz. C'est pas parce que je dirais qu'on a la possibilité de vivre dans une limousine et de manger du caviar que on peut aussi sortir dans la rue normalement et observer ce qui se passe autour de soi. C'est pas antinomique. Et je file dans une auto sans mon bien. Auteur, compositeur et interprète, Zazie prête également sa plume à Florent Pagny, Pascal Obispo, Patricia Cass et Johnny Hallyday. Mélange des genres, mélange des origines, Zazie dit son amour des différences, de la variété. Moi j'ai des influences rock, j'ai des influences de musique folklorique, j'ai des influences de musique africaine. Et si j'ai envie de m'en servir, je mets ça dans ma musique et ça donne de la variété française, qui est quand même l'étymologie du terme. Donc pourquoi se gêner, n'est-ce pas ? Un baiser volé sur le rivage, l'amour et ses ravages, thème du nouveau disque de Zazie. Ayant soigné mon nombril pendant 2 albums, quand on s'apprivoise soi-même et quand on s'aime un peu plus, on arrive aussi à aimer les autres et à se pencher un peu sur ce qui se passe autour de soi. Et votre définition de l'amour ? Pas facile, mais utile. Tous tes yeux, drôle d'oiseau dans le gris du ciel. Tous tes yeux. Les jeux de l'amour, les jeux de mots. Zazie, une enfant rebelle qui un jour s'est fait la belle dans son monde à elle, les ailes des anges. Avant de nous quitter, le rappel du principal titre de l'actualité du jour. Air France, 2e jour de grève, les négociations ont commencé cet après-midi. Première ouverture ce soir, le PDG confirme l'abandon de la double échelle des rémunérations au centre du conflit qui dure depuis 48 heures maintenant. Dans quelques instants, la météo, Sophie Davant. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir. Excellente soirée sur notre chaîne. À demain.